portrait de Patrick McKay, le disciple du diable. Patrick David McKay est un tueur en série britannique qui a confessé 11 meurtres perpétrés à Londres et dans le Kent durant la période couvrant 1974 et 1975. Il fut condamné pour 5 d'entre eux à la prison à perpétuité. Patrick McKay est le fils d'Harold, comptable, et de Marianne, une créole de Guyane. Son père, ancien militaire durant la Seconde Guerre mondiale, père qui va ressortir d'ailleurs traumatisé, événement qu'il racontera de nombreuses reprises à son fils en notant aucun détail sanglant, est un homme alcoolique qui frappe Patrick, mais qui frappe aussi sa femme enceinte. Du moins il le fera jusqu'en 1962 puisqu'il meurt d'une crise cardiaque en se rendant à son bureau de Londres. Les derniers mots qu'il aura prononcés à son fils ce matin-là avant de partir seront « N'oublie pas d'être sage, Patrick ». Ce que son fils ne sera pas. Loin de là. Incapable de se remettre de la perte de son géniteur, Patrick conserve avec lui une photo d'Harold et refuse d'assister aux obsèques qui ont lieu en Écosse. À la maison, il se substitue à ce père et se met à son tour à battre sa mère et ses 2 sœurs. À l'école, il est mis dans une classe avec des élèves nécessitant une attention particulière à cause de sa violence déjà présente. Un jour, une fillette discutait avec une de ses amies quand Patrick est arrivé dans son dos et l'a poussée violemment avant de repartir aussi vite, en riant. Une autre fois, un de ses amis d'école l'accompagne en forêt. Patrick arrache une grosse fleur, urine dedans et boit ensuite le liquide avec l'intention de choquer son camarade. Ce camarade dira d'ailleurs de lui « Il semblait avoir une double personnalité. Je pouvais à un moment parler normalement avec Patrick et puis l'instant d'après, il détalait pour aller voler quelque chose dans une boutique avant de revenir en courant. » Avec les années, le comportement d'ailleurs de l'enfant va devenir de plus en plus dérangeant et extrême. La famille McKay va déménager de Dartford pour Gravesend dans le Kent afin de tenter de retrouver un équilibre, ou du moins un semblant d'équilibre. Ce qui ne va pas fonctionner puisque la police est souvent appelée au domicile. Il faut dire qu'à rien peut mettre le jeune garçon dans une rage folle. Il crie, il hurle, ce qui inquiète les voisins qui finissent à chaque fois par appeler la police. Parfois jusqu'à 4 fois dans la même semaine. Et les services sociaux s'en mêlent également quand Patrick se met à frapper ses sœurs. L'agent Amy Tape dira de lui: il était très perturbé émotionnellement. Il était comme un animal en cage et dans ces moments-là, devenait dément. Je savais qu'il devait être au moins interné, enfermé quelque part pour ne nuire à personne, sachant qu'il était capable d'avoir des réactions complètement démentes avec les gens. Il était violent et il allait certainement finir par blesser quelqu'un. L'agent Amy Tape avait raison. Patrick McKay est en tout cas expulsé de chez lui à 18 reprises, entre l'âge de 12 ans et de 22 ans, et se retrouve tour à tour dans une institution psychiatrique, en maison de correction ou en prison. Les internements sont demandés pour tenter d'améliorer son comportement. Un jour, il monte sur le toit de l'institut psychiatrique Stonehouse dans le but de démolir les ardoises. En réponse, on l'enferme dans un placard. Il est battu, ce qui ne fera qu'accentuer sa haine et sa violence, qui sont toutes deux grandissantes. Le garçon continue d'ailleurs de se livrer à des explosions de colère et des actes de cruauté qui lui provoquent une certaine excitation sexuelle. Il se met à torturer les animaux, y compris ses animaux de compagnie, et des lapins. Il rôtit une tortue vivante, il caresse les animaux morts. Il harcèle de jeunes enfants, se livre à des vols dans la rue et cambriole des maisons. Et un jour, Patrick se retourne violemment contre sa mère et sa tante et manque de les tuer à force de coups, après avoir détruit tous les meubles de la maison. Il a d'ailleurs le désir de tuer un jeune garçon et tente de mettre le feu à une église. Heureusement, il en est empêché. Tout cela l'amène directement en institution psychiatrique spécialisée cette fois, où il est diagnostiqué dès l'âge de 15 ans comme psychopathe par le docteur Leonard Carr. Celui-ci prédit que s'il est relâché, il deviendra probablement un tueur froid. Il est donc enfermé en octobre 1968 au Moss Side Hospital de Liverpool pour 4 ans, où il demande à avoir une poupée dans sa chambre. Adulte, Patrick McKay se découvre une passion extrême pour le nazisme et se fait appeler Franklin Bolvoth Ier, disant que ce nom sera connu et craint comme celui d'Hitler.
Il se renseigne alors sur les actes commis par les nazis et accumule des objets et décore son domicile de Londres de photos de la Seconde Guerre mondiale. Il parvient même à se procurer un uniforme de Stormtrooper et se fait photographier avec la croix gammée sur un bras. Il prétend être un pur arien, alors qu'en fait il a un quart de sang noir par sa mère, née en Guyane. En parallèle, il continue à se droguer et à s'adonner à l'alcool, et c'est en 1973 qu'il rencontre un prêtre catholique de 63 ans, le père Anthony Crane, un amoureux de la nature avec qui il sympathise et qui habite non loin de chez sa mère, dans le Kent. Cela n'empêchera pas Patrick de s'introduire chez le prêtre en question et de lui voler un chèque de 30 livres. Il est arrêté et condamné à payer 50 livres de dommages et intérêts, ce qu'il ne fera jamais d'ailleurs. Les deux hommes, suite à cet événement, se fâchent et Mackay retourne à Londres. À la même époque, il a seulement 22 ans quand il commence sa série de meurtres. Il jette d'un train Heidi Nick, une jeune fille au père près de New Cross, puis il bat à mort dans son appartement de Kentish Town Mary Hines. En janvier 1974, il poignarde à Hadley Green Stephanie Britton et son petit-fils de 4 ans. Quelques jours plus tard, il s'en prend à un vieux vagabond qu'il jette dans la Tamise. Oui, parce que celui-ci était sale et infect. Ce qui était merveilleux, racontera-t-il plus tard aux policiers, c'est que cet homme a plané comme un oiseau avant de tomber dans la Tamise. Un mois plus tard, en février, Patrick pénètre dans la maison d'Isabella Griffiths, 84 ans, veuve d'un chirurgien. Elle vit dans une villa très huppée de Chelsea Road, en face de la Tamise. Il l'étrangle et lui plonge un couteau de cuisine dans le ventre, voilà comme ça, au niveau du plexus solaire, puis remplit l'évier de liquide vaisselle et de chaussures avant de partir. Le corps d'Isabella ne sera découvert que 2 semaines plus tard, dans sa cuisine. Patrick Mackay connaissait la victime. Il l'aidait d'ailleurs de temps en temps à faire ses courses et lui rendait de menus services. À la même époque, il vit avec des amis à Finchley, au nord de Londres, et se dit possédé par des démons. Éjecté finalement par ses colocataires, il essaye de les voler et écope de 6 mois pour cambriolage. À l'automne, il se lance dans une série de vols de sacs à main dans la rue, manquant de tuer 3 personnes au passage. À Fishbury Park, il tue à Londres un buraliste de 62 ans, Frank Goodman, juste après la fermeture de son établissement et assassine dans la foulée Sarah Rodwell, 92 ans, en la battant à mort sur le pas de sa porte pour seulement 10 livres. À Southend, Patrick s'en prend à Ivy Davis, une cafetière qu'il tue à coups de hache. Toutes ces femmes sont pour la plupart des connaissances de Patrick Mackay, qui prend soin de sélectionner le plus souvent des femmes aux revenus plutôt aisés. Il dira que pour lui, ces meurtres sont aussi simples que de laver des chaussettes. En mars 1975, il est hors de contrôle et les meurtres deviennent de plus en plus rapprochés. Le 10 mars, il s'en prend à une vieille veuve, Adele Price, habitante de Long Square à Chelsea. Il l'étrangle dans son appartement de Londres. Il reste près d'1 heure sur une chaise à côté du corps et écoute la radio, s'assoupissant de temps en temps avant de partir. C'est la petite fille de celle-ci, rentrant de l'école, qui va la découvrir et voir par la même occasion un homme sortir du domicile de sa grand-mère sans savoir qu'il s'agit là du meurtrier. Elle appelle la police, qui met toute la scène de crime sous scellé. Les autorités commencent à comprendre alors qu'ils ont affaire à un tueur en série, mais peinent à trouver des indices utilisables. 11 jours plus tard, Patrick revient à Gravesend pour se venger du père Crane et lui fend la tête à l'aide d'une hache avant de poignarder le corps à plusieurs reprises. Il se délecte du sang qui coule et reste plusieurs minutes à profiter de son œuvre. Puis il fait couler un bain et plonge le corps du père Crane dedans. À nouveau, il reste à admirer longuement sa victime pendant plus d'1 heure. Au policier, plus tard, il dira qu'il était très calme à cet instant et que c'était pour lui une merveilleuse expérience. Pourquoi avoir tué celui qui était son ami? Parce que le père Crane avait de la bonté. Et la bonté, pour Mackay, c'est une faiblesse. À 20h30, la police est appelée parce que personne ne trouve le père Crane, alors que son Jack Russell, le chien dont il ne se sépare jamais, est là, devant la porte. À 23h, la police se rend sur les lieux et trouve une religieuse qui hurle. Le père Crane vient d'être découvert dans la baignoire remplie de sang, vêtu d'un bonnet de laine, de son manteau et de bottes en caoutchouc. L'inspecteur envoyé par Scotland Yard trouve la hache recouverte de sang, dissimulée sous l'escalier. La nouvelle se propage rapidement au sein de la communauté de Shorne. Personne ne peut croire à la réalité du meurtre. Très vite, l'inspecteur Kent Tappenden se souvient d'une affaire vieille de 18 mois dans laquelle le père Crane était impliqué. L'homme qui tentait d'aider alors et qui l'avait volé était un certain Patrick Mackay. 2 jours plus tard, 2 inspecteurs de la police tentent d'appréhender Patrick sans succès à l'auberge pour anciens délinquants dans laquelle il est supposé loger. Le propriétaire leur explique alors que Mackay habite chez la famille Codray. Les policiers se rendent alors à la mairie pour regarder les registres
et trouver l'adresse de tous les Codray du nord de Londres. La première famille à qui il rend visite est la bonne. Patrick se trouve chez eux, assis tranquillement sur le sofa. Il l'emmène au commissariat et l'assassin reconnaît rapidement le meurtre dont il est l'auteur, tout comme les 10 autres. Mackay est alors accusé de 5 homicides, mais 2 des accusations vont rester sans preuve et seront finalement abandonnées. Lors de sa comparution à Old Bailey, pour 3 chefs d'inculpation, il ne faudra que 20 minutes au jury pour que Mackay soit jugé coupable d'homicide avec responsabilité altérée. Il est condamné en novembre 1975 à la prison à vie pour assassinat. Et à ce jour, il est toujours en prison et fait partie de la 50aine de prisonniers du Royaume-Uni incarcérés sans possibilité de remise de peine ni de libération. Que peut-on dire de Patrick Mackay et de ses meurtres? Le modèle de son père lui montrant qu'en frappant, c'était ainsi que naissait le pouvoir sur les autres, contribuera à la psychologie développée par Patrick Mackay, tout comme les récits sanglants que son père lui faisait de son expérience de la Seconde Guerre mondiale, les corps déchiquetés sous les balles notamment. Lorsque son père meurt, Patrick se retrouve avec un grand vide dans sa vie. Son identité étant inséparable pour lui de ce père, il emprunte dès lors les caractéristiques de celui-ci, comme frapper sa mère par exemple, pour remplacer ou devenir son père. Les jours précédents des meurtres et les jours qui vont suivre, Patrick dira qu'il se sentait à ce moment-là particulier. L'influence de son environnement a été certainement très dominante dans sa pathologie. Dès sa naissance, la violence était la norme pour lui. Cette violence sera accentuée par les nombreux châtiments corporels qu'il recevra ensuite dans les différents centres où il sera envoyé, faisant de lui un homme obnubilé par le mal, accentué en cela par des traits de personnalité marqués et peut-être un problème neurologique de naissance ou survenu sous les coups. Si vous avez aimé ce portrait de Patrick Mackay, le disciple du diable, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître, et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait de tueur en série sur www.psycho-criminologie.com.